Alors, bienvenue aujourd'hui pour notre troisième séance et on va travailler sur le chapitre 3 de ces cours qui est l'introduction de la cybersécurité. Et je tiens à féliciter ceux qui sont là régulièrement ou même ceux qui, lorsqu'ils s'absentent, si c'est dans la peine de suivre les vidéos que nous balançons, ça question de se mettre à jour et de continuer avec la formation. Ah, alors, comme je l'avais dit au tout début, euh, cette formation, très souvent, au début, il y a plusieurs personnes, mais après, plus on avance, bon, parce que généralement, les formations en ligne, c'est toujours différent de la formation en présentiel, ok? Et avec les problèmes des connectivités et tout ça, ça pose deux fois un grand souci pour la plupart des personnes. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, aujourd'hui particulièrement, nous parlons du chapitre 3 qui est intitulé La protection des données et confidentialité. La séance passée, la séance de mercredi, on a exposé les différents problèmes que nous concourons sur Internet et tout ça. On a parlé de malware et je pense que cette session-là a créé en nous plusieurs questions et il y avait des questions à la fin et j'avais dit qu'on va répondre au chapitre suivant. Et les réponses par rapport au chapitre 2 se trouvent dans le chapitre 3 et 4. Donc le chapitre 3 et 4 vont balayer la protection. Et particulièrement au chapitre 3 nous allons voir que c'est la protection plutôt du côté individuel, donc personnel. OK? C'est votre protection en vous. Et le chapitre 4 va parler de la protection professionnelle, donc dans le milieu d'entreprise et tout ça, voilà, la protection de l'entreprise, donc ça, c'est dans le milieu professionnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux points majeurs. On va parler de comment protéger nos données et on va aussi parler de comment se protéger en ligne. Donc, protéger votre confidentialité en ligne. Il y a quelqu'un qui m'a écrit son s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a certains qui me reçoivent 5 sur 5 quand même? Est-ce que mon envoi est reçu chez certains? Si oui, tapez un dans le chat pour me rassurer. OK, voilà. Donc, je sais que j'ai pas une très bonne connexion aujourd'hui, mais quand même, ça passe. Donc, il y a certains qui m'écoutent. Super, on va avancer. Donc, on va voir comment protéger nos données et comment protéger notre confidentialité en ligne. Donc, rappelez-vous de ce qu'on appelle la cyberespace. C'est lorsque nous sommes sur les réseaux. Donc, lorsque nous sommes sur Internet et l'autre fois, on a parlé de l'identité online et de l'identité offline. On a dit que l'identité offline, c'est la personne physique que vous êtes en train d'interagir avec la société et tout. Et votre identité online, c'est la personne que vous êtes sur les réseaux, ok? Sur Internet et tout ça. Donc, les, les, les différents comptes que vous avez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites lorsque vous êtes sur Internet, c'est ce qui vous définit et c'est ce qui définit votre identité online, donc l'identité en ligne. Premièrement, on va parler de comment protéger les données. Alors, comment protéger les données? On avait dit hier, plutôt le mercredi, que nos données se trouvent soit sur nos équipements, soit faites sur nos équipements physiques. Non, on a parlé le premier jour, donc le lundi que nos informations se trouvent sur plusieurs endroits, sur les serveurs dans le réseau, sur Internet, sur nos équipements physiques, donc tels que sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et on a aussi dit que ça peut se trouver chez votre médecin en parlant de
de votre dossier médical, par exemple. Donc, on avait énuméré un peu ces différents endroits où peuvent se trouver nos données. Alors, comment protéger nos appareils? Donc, nos appareils personnels d'abord, donc votre appareil individuel, comment protéger? Premièrement, gardez votre pare-feu activé. C'est quoi les pare-feux? Les pare-feux, en anglais, ça s'appelle firewall. Donc, c'est très souvent représenté par un mur et ça sert à filtrer les informations entrantes et sortantes d'un d'un système informatique. OK? Je dirais beaucoup plus mieux d'un réseau informatique. Oui, parce que les informations entrent et sortent dans un réseau, bien sûr. Donc, on doit maintenant garder ces pare-feux toujours activés et particulièrement pour ceux qui ont des machines ou Windows, il y a possibilité d'activer ou de désactiver son pare-feu, mais il est conseillé de garder toujours son pare-feu activé et ces pare-feux en question doivent toujours être à jour. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment activer les pare-feux sur votre machine, particulièrement avec les systèmes Windows. Par exemple, je suis sur Windows 11. Ok, voilà. Je suis sur Windows 11. Alors, comment je peux activer mon pare-feu? Je viens dans la barre de recherche. Je ne sais pas si ça apparaît chez vous. Non, malheureusement. Attendez, ça n'apparaît pas chez vous. Donc, je dois d'abord partager mon écran avec vous également. Sinon, vous n'allez rien voir. Wait une minute, le temps que je partage mon écran. Ok. Voilà. Je viens de repartager mon écran. Je vais partager vraiment le grand tableau pour voir si ça va donner. Comment activer son pare-feu? Et j'étais en train de dire que les pare-feux, c'est comme un mur, ok? Ça filtre toutes les informations entrantes et sortantes d'un réseau informatique, sinon d'un système informatique. Et sur nos machines, particulièrement avec les systèmes d'exploitation Windows, nous avons les pare-feux qui est là. Alors, il est conseillé de garder toujours son pare-feu activé. Alors, comment aller dans les pare-feux? Il faut venir ici, particulièrement avec Windows 11. Donc, il faut venir dans la barre des recherches qui est là où je suis en train de bouger les curseurs. Vous cliquez là-dessus. Et ici, vous tapez juste pare-feu. OK? Pare-feu. Alors, vous sélectionnez ici, là où c'est écrit, vérifier l'état du pare-feu pour voir si votre pare-feu est activé ou non particulièrement. Vous venez là, vous sélectionnez, vous cliquez et une fois que vous sélectionnez, il y a ces tableaux qui va apparaître plus tard. Voilà. Donc là, nous pouvons voir l'état du pare-feu et pour voir si le pare-feu est activé ou désactivé, il faut venir ici dans activer ou désactiver les pare-feux. Je pense que c'est visible chez vous. Donc ici, au fond, à gauche, à activer ou désactiver les pare-feux. Je clique une fois. Donc je fais les clics gauche et j'atterris ici. Alors, lorsque les pare-feux est activé, ça sélectionne là. OK? Lorsque les pare-feux est désactivé, c'est ici dans le rouge. OK?
et c'est conseillé de garder son pare-feu toujours activé. Et c'est déconseillé de fermer son pare-feu. Après, il y a des applications qui peuvent vous demander nécessairement de désactiver les pare-feux. Et ces applications-là, lorsque vous l'utilisez, c'est mieux de ne pas l'utiliser en étant connecté sur Internet. OK? Vous pouvez désactiver votre pare-feu pendant un moment. Et puis, dès que vous finissez, vous devez les réactiver parce que votre pare-feu doit être activé pour pouvoir filtrer toutes les informations entrantes et sortantes. Après, on peut aussi voir d'autres paramètres en fonction du parfait en venant ici dans paramètres avancés. Une fois que vous cliquez là, il y a ce tableau qui apparaît. Et alors ici, il faut savoir comment manipuler. Si vous manipulez mal, vous risquez de bloquer certaines choses et ça peut vous compliquer. Alors, pour besoin, je vous conseille de ne pas trop vous aventurer ici. Parce que ici, on peut voir qu'il y a les règles des trafics entrants. Je ne sais pas si vous voyez. Ici au-dessus, c'est écrit règles de, de trafic entrant et en bas, c'est écrit règles des trafics sortants. Si je clique sur l'un d'eux, je peux voir les différentes règles qui ont été mises en place par rapport aux communications entrantes. Donc, ceux qui doivent entrer dans ma machine et pas entrer. Et particulièrement, là où on a mis les trépieds en vert, ce sont les communications qui sont permis d'entrer. OK? Quand je clique là une fois, je peux voir qu'il y a possibilité de désactiver la règle, de la supprimer et tout ça. Et c'est un terrain à ne pas trop s'aventurer si vous ne connaissez pas trop. Voilà. C'était pour vous montrer comment utiliser les pare-feux. Voilà. Comment surtout l'activer et les désactiver. Et rappelez-vous que votre pare-feu doit être toujours, le mieux c'est que il soit toujours activé pour mieux vous protéger sur les réseaux particulièrement. Deuxièmement, on nous dit d'utiliser un antivirus et un logiciel anti-spyware. Rappelez-vous que les spyware, c'est un logiciel espion, ok? Les spyware est là pour collecter les tapes sur un clavier et tout ça. Et il est conseillé d'utiliser un antivirus. Et, et très souvent, dans un antivirus, en fait, il y a aussi les, euh, les configurations anti-spyware qui sont mises ensemble dans l'antivirus. Et il est conseillé d'avoir un antivirus à jour. Lorsque vous avez un antivirus, même si c'est une version gratuite que vous avez prise sur Internet, mais il faut tout le temps le mettre à jour. Parce que les mises à jour, c'est en fonction de vulnérabilités qu'on a découvert. OK? Lorsqu'il y a un virus qui apparaît, du coup, on fait des mises à jour au niveau de l'antivirus pour qu'il puisse particulièrement bloquer ces virus qui a été, par exemple, découvert. D'où il faut toujours avoir un antivirus à jour pour être rassuré d'être sécurisé. Après, il faut gérer votre système d'exploitation et votre navigateur. Choisir les paramètres de sécurité moyens ou élevés et il faut surtout télécharger et installer les derniers correctifs logiciels et les mises à jour de sécurité. Avec les systèmes d'exploitation, c'est mieux toujours d'avoir les systèmes d'exploitation qui est d'actualité. Parce que lorsqu'on crée de choses nouvelles, très souvent en informatique, que ce soit les systèmes d'exploitation, que ce soit les logiciels, les programmes, oui, on, on peut créer
nouvelle version pour répondre euh, aux besoins esthétiques, mais ça répond surtout aux besoins sécuritaires. Parce que on peut découvrir, on peut découvrir une brèche et on met une mise à jour pour mieux renforcer la sécurité. Donc, il est toujours conseillé de migrer vers les versions actuelles dans le système d'exploitation ou soit dans le logiciel que nous utilisons. Quatrièmement, on nous dit de protéger tous nos appareils. Il faut utiliser des mots de passe forts pour protéger vos appareils. Il faut chiffrer les données. On verra plus tard comment chiffrer les données avec Windows. Troisièmement, stocker uniquement des informations nécessaires, surtout sur les équipements qui se connectent sur Internet, sur vos téléphones, sur vos machines qui ont accès à Internet. Stocker que ce qui est nécessaire et puis éviter de stocker des choses compromettantes sur vous parce que le fait que ces préfets se connectent sur Internet, c'est une porte que vous ouvrez quelque part. Et s'il y a vos informations compromettantes dans ces préfets-là et que quelqu'un d'autre a accès à ça, ça peut nuire à votre réputation. Utilisez les réseaux sans fil en toute sécurité, réseaux sans fil domestique. Changez les SSID prédéterminés et les mots de passe administratifs par défaut sur votre routeur Wi-Fi. C'est quoi le SSID? Le SSID, c'est le nom que porte un réseau sans fil. OK? Lorsque vous créez votre réseau sans fil, par exemple sur votre téléphone, et que vous mettez à ce réseau-là un nom. OK? Donc, les noms que vous mettez à votre réseau sans fil, c'est ça que nous appelons en termes techniques SSID. Et il est conseillé toujours de modifier les SSID parce que très souvent, lorsque nous achetons les nouveaux appareils, ça vient avec le SSID du constructeur. Alors, il est conseillé de mettre un SSID qui convient et aussi de changer les mots de passe. Désactiver la diffusion SSID. Donc, il est possible avec certains appareils que vous puissiez désactiver la diffusion SSID. C'est quoi désactiver la diffusion SSID? Les, les, les noms du Wi-Fi qui apparaissent sur votre liste des réseaux Wi-Fi disponibles, OK? Lorsque vous voyez les réseaux Wi-Fi disponibles, c'est parce que la diffusion de SID de ces réseaux-là n'est pas désactivée, OK? Une fois que la diffusion de SSID d'un réseau Wi-Fi est désactivée, on ne saura pas voir ces réseaux Wi-Fi-là dans la liste de réseaux disponible. D'où la personne qui aura accès à ce réseau Wi-Fi n'est que la personne qui connaît le nom du réseau ainsi que les mots de passe de ce réseau-là. Troisièmement, il faut, excusez-moi, utiliser les chiffrements WEPA2. Le chiffrement WEPA2, c'est l'un de chiffrement avec les réseaux Wi-Fi. Il y avait WEPA 1 qui est carrément obsolète aujourd'hui. Donc, c'est conseillé d'utiliser WEPA 2. Il y a même WEPA 3 qui est en train de se stabiliser aussi parce que c'est pas vraiment très utilisé. Mais pour l'instant, la meilleure méthode de chiffrer, c'est avec WEPA 2. Restez prudent lorsque vous utilisez le point d'accès Wi-Fi public. Donc, lorsque vous trouvez un réseau sans fil disponible dans un endroit public et c'est un réseau Wi-Fi qui n'est pas, en fait, qui n'a pas de mot de passe, ok? Ici au Congo, c'est presque rare de trouver ces genres de réseaux Wi-Fi, mais ailleurs, c'est très possible dans les aéroports, dans le café et tout ça, de trouver un, un réseau Wi-Fi ouvert. Alors, lorsque vous utilisez un réseau pareil, évitez d'utiliser, de l'utiliser pour consulter les informations très sensibles. Par exemple, pour faire les transactions bancaires en ligne. Ne le faites pas avec un réseau Wi-Fi ouvert.
Parce qu'il se peut que c'est très souvent le cas que la personne qui a mis ces réseaux Wi-Fi là ait le contrôle dans son réseau. D'où toutes les informations qui passent par ces réseaux-là sont vues par la personne qui a lancé ces réseaux. Et lorsque vous faites passer les informations très sensibles vous concernant, ça vous expose aussi à plusieurs choses. Et au cas où vous voulez échanger ces genres d'information, il faut utiliser un tunnel VPN. Les VPN, c'est un protocole où on peut dire une application, ok? Parce qu'il y a aussi deux applications VPN sur nos téléphones et tout ça. On peut aussi l'activer même sur les machines qui permettent de créer les tunnels sécurisés. Donc, lorsque vous utilisez un tunnel VPN, ça crée un tunnel, OK, qui est sécurisé. Donc, les informations ne sont pas vues par d'autres personnes, OK? Et rappelez-vous que on avait dit qu'un point essentiel d'un réseau, c'est le fait que les réseaux soient confidentiels, intègres et disponibles. La confidentialité, c'est lorsque les informations qui circulent dans un réseau sont pas vues par une personne extérieure. La disponibilité, c'est fait que les réseaux soient disponibles lorsqu'on veut l'utiliser. Et l'intégrité, c'est lorsque une information qui quitte d'un point à un autre n'est pas modifiée durant son voyage. D'où les VPN euh, affermit encore ou renforce encore ces côtés-là du réseau. Et enfin, il est conseillé d'éteindre votre Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé parce que on peut avoir accès à votre périphérique juste parce que vous avez laissé votre Bluetooth ouvert. L'utilisation des mots de passe. Alors, excusez-moi, en tout cas, vous allez me tolérer à ce que j'ai une petite toux. Alors, pour ceux qui ont pu créer le compte NetAcad, ils ont vu comment NetAcad a obligé la présentation du mot de passe. Donc, avec NetAcad, les mots de passe devaient avoir, par exemple, 12 caractères minimum, les majuscules, minuscules, les caractères spéciaux et tout ça. Donc, un mot de passe doit être comme ça pour être fort. Et on peut voir qu'ici, on a trois tableaux. Il y a les mots de passe qui sont OK, bon, c'est pas trop ça. Les mots de passe qui sont bons, on peut voir qu'il n'y a pas de caractères spéciaux, il y a juste les chiffres, les majuscules, les minuscules. Mais de ce côté, il y a les mots de passe qui sont mieux et les mots de passe mieux, ils sont vraiment mieux. OK? On nous dit que votre mot de passe ne doit pas contenir le nom du dictionnaire, peu importe la langue. Donc, dans votre mot de passe, évitez le nom du dictionnaire parce que c'est facilement détectable, c'est facilement piratable. L'autre fois, on avait dit qu'il y a des applications qui permettent de lire, de décrypter un mot de passe facilement. D'où, lorsque votre mot de passe est très facile, donc ça peut être aussi facilement décrypté. Après le mot de passe, il y a les phrases de passe. Les phrases de passe, c'est un peu comme les mots de passe, mais juste que c'est très long. OK? C'est c'est beaucoup plus long que les mots de passe. Donc, dans une phrase de passe, tu, tu peux dire, par exemple, bonjour maman. OK? Mais dans ces bonjour maman là, tu sais que tu mettras B majuscule, O minuscule. Maman, là, les A, ça peut être les caractères spéciaux faits. Par exemple, A, tu peux mettre arrobase, arrobase encore. Et puis, à la fin, tu mets, par exemple, deux zéros, OK? Pour renforcer, mais c'est une phrase, tu as juste modifié la présentation de la phrase. D'où ici, on peut voir que ici, il y a une phrase de passe qui est là. OK? This is my passphrase. Ça, c'est très simple, c'est facilement décryptable, c'est pas conseillé. Mais ici, on peut voir que c'est une phrase de passe, mais qui est très, très
compliqué à comprendre, mais on peut comprendre que ça veut dire a cat that loves the cats that loves dog. Donc, un chat. Un chat aime les chiens. OK? Donc, c'est une phrase de passe qui a juste été modifiée pour que ça puisse donner autre chose. Ap- Après, il y a un TP. Déjà, merci pour tous ceux qui ont envoyé leur TP. Il y a certains qui n'ont pas compris. Je pense qu'à la dernière séance, on va organiser ça pour expliquer un peu les TP. Mais ce soir, je vous envoie encore deux TP en rapport avec le chapitre 3. Et les TP qui sont envoyés, ça s'explique tout seul. Donc, si vous lisez, il y a des sites certainement qui ne passent plus, oui, mais ça vous permet juste de vous entraîner, ok? Ça vous permet d'apprendre certaines choses qui ne sont pas dites ici pendant les cours. Alors, un point essentiel par rapport à la sécurité, c'est de pouvoir chiffrer les données. Lorsque on chiffre les données, c'est quoi chiffrer les données? Par exemple, dans ma machine, lorsque je chiffre un contenu, c'est pour que je peux chiffrer, par exemple, tout un dossier. OK? C'est dans la machine, je chiffre ça. Si, par exemple, qui- qui- quelqu'un arrive à se connecter via les réseaux dans ma machine, OK? Il voit les dossiers en question, il clique dessus, il- il- il ne pourra pas voir ce qui est dedans parce que les informations se trouvant dedans sont chiffrées. Donc, chiffrement, ça veut dire rendre illisible à la lecture. Donc, la personne qui doit lire les informations chiffrées doit avoir d'abord la clé des chiffrements. On chiffre pourquoi? Parce que il se peut que vous puissiez envoyer les informations dans le réseau et ces informations-là sont capturées par quelqu'un. Et lorsque c'est capturé, la personne qui, qui, qui capture ça ne pourra pas lire parce que les informations sont chiffrées. Et du coup, je vais vous montrer comment on chiffre les données ou soit un document ou tout un dossier sur Windows. OK? Excusez-moi en tout cas. Voilà. Je suis ici. Je vais aller quelque part là pour pouvoir. Voilà. Alors, on va créer rapidement un dossier et on va les chiffrer. Donc, je mets par exemple dossier. Voilà. C'est un dossier que je crée et à l'intérieur, je peux mettre un fichier. Ok. Je mets ces fichiers dans ces dossiers-là. Ok. Voilà. Donc, lorsque je chiffre ces dossiers, c'est possible que je puisse chiffrer tout ce qui se trouve dans ces dossiers-là. Alors, comment chiffrer? Vous venez sur les dossiers. OK? Vous faites un clic droit. Je fais un clic droit sur le dossier et je viens sur propriété. OK? Pro- Propriété est là. Je sélectionne propriété. Ce qui m'amène à ce niveau. Depuis ici, je, je, je veux cliquer sur avancer. Avancer qui est là. OK? Je clique sur avancer et il y a plusieurs options qui apparaissent là. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est de choisir chiffrer le contenu pour sécuriser les données. C'est la dernière option. Donc, je sélectionne chiffrer
le contenu pour sécuriser les données. Et une fois que j'ai fait OK, je viens ici, j'applique. OK? Ici, c'est pour appliquer. Je viens là, j'applique. Ça me pose la question si je ne veux, je veux chiffrer juste les dossiers ou chiffrer même les informations qui se trouvent dans ces dossiers-là. Je choisis appliquer les modifications à ces dossiers, aux sous-dossiers et aux fichiers. Donc, tout ce qui est dans ces dossiers-là vont être chiffrés. Je fais OK. OK. Voilà. On peut voir que sur ces dossiers, il y a maintenant un cadenas qui est là au-dessus. Je ne sais pas si c'est vu par tout le monde. Voilà. Le dossier est là et il y a un cadenas au-dessus. Donc, ces dossiers-là, s'il arrivait que je puisse envoyer ça sur les réseaux, la personne qui va capturer ça ne pourra pas lire les informations. Pourquoi? Parce que c'est chiffré, c'est crypté. OK? Et si j'entre à l'intérieur, je peux voir que même les documents qui est à l'intérieur là est aussi chiffré. Donc, ça aussi, un cadenas. OK? Donc, tout est cadenassé. Donc, ce sont des informations chiffrées. Mais après, si je veux déchiffrer, c'est toujours la même procédure. Je viens sur les dossiers, j'ai fait clic droit. Je vais dans Propriétés. Je, je fais clic droit, je vais dans Propriétés. Ça m'amène ici. OK? Je vais dans Avancer. Je, 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 je viens juste désélectionner, chiffrer le contenu. Si j'ai désélectionne ça, je fais OK. Ensuite, je fais appliquer. Ça me demande si je veux appliquer ça sur tous les dossiers et tout ça. Je valide encore. OK. Voilà. Le cadenas a disparu. Mais il est très important de pouvoir chiffrer vos dossiers, vos documents. Et c'est même possible de chiffrer tout, tout un disque par BitLocker. BitLocker, je vais en parler rapidement, c'est, euh, c'est un chiffrement qui a été ajouté dans Windows. Ça commence avec Windows 10. Donc, ceux qui ont Windows 10, particulièrement Windows 10 professionnel, et ça continue jusqu'à Windows 13. Alors, pour aller dans BitLocker, BitLocker particulièrement, lui, il crypte les disques. OK? Donc, sur ma machine, j'ai, par exemple, ici, j'ai deux disques. Il y a les disques C et les disques D. Lorsque je vais aller dans BitLocker, donc je vais dans Recherche, j'ai fait BitLocker. BitLocker, je vais là, je choisis Gérer BitLocker. Ça m'amène ici. Voilà. Je, je, je peux voir que mon BitLocker est désactivé. OK? Ça, c'est par choix que je l'ai gardé ici comme ça. Mais il ne faut pas manipuler ça, vaille que c'est très dangereux parce que ça peut même faire disparaître certaines de vos données importantes. OK? Pour ma part, dans les deux disques, les BitLocker est désactivé. C'est juste l'entrée parenthèse. OK? Voilà. Alors, dans les versions précédentes, lorsque on chiffrait, ça apparaissait comme ça en vert. OK? Mais avec les versions actuelles de Windows 11 ou même avec Windows 10, si c'est vraiment d'actualité, ça va plutôt apparaître avec les cadenas plutôt qu'en vert. Sauvegarder vos données. Alors, il est très important de sauvegarder vos données. C'est ce qu'on appelle des mémoires miroirs pour ne pas perdre
les données importantes, les données irremplaçables, parce que votre machine peut se perdre, votre disque dur peut se perdre, tout ça, mais il faut pouvoir sauvegarder les informations quelque part au cas où il y a perte, vous pouvez aller recourir à ces informations-là et les avoir. C'est ce qu'on appelle dans les termes plus techniques faire les backups. OK? Faire les backups, c'est pouvoir sauvegarder les données, sauvegarder les informations. Surtout les informations d'une entreprise doivent être sauvegardées quelque part parce qu'au cas où votre périphérique tombe en panne, ça ne doit pas pénaliser tout le travail. Donc, on peut avoir un endroit où on peut récupérer ça. Et on peut sauvegarder dans les disques durs, on peut sauvegarder dans le CD, dans, dans le flash USB, on peut même sauvegarder dans les NAS. Les NAS, c'est un système de sauvegarde. NAS, ça veut dire simplement Network Attached Storage. Donc, on dit que c'est un appareil de stockage autonome qui peut se connecter à votre réseau privé ou professionnel via Internet. Donc, NAS, c'est un périphérique qui est adapté pour la sauvegarde en très grande quantité. Après, vous pouvez aussi sauvegarder dans le nuage. Dans le nuage, c'est sauvegarder dans le cloud. OK? L- Les clouds représentent les serveurs qui se trouvent très loin. On n'a pas accès à cela, OK? Par exemple, lorsque vous sauvegardez vos informations dans votre iCloud, OK? Donc, c'est l'iCloud de Apple. Donc, ces informations-là sont stockées dans un serveur qui se trouve loin. Vous ne savez pas où ça se trouve, mais au moins, vous êtes rassuré que ça se trouve quelque part. Il y a par exemple, AWS qui est Amazon Web Service qui est un système de sauvegarde dans le cloud. Et il y a une science qui est en tout cas en train d'évoluer que on appelle aujourd'hui les cloud computing. Donc, c'est l'informatique dans le nuage. Donc, tout ce qui est sauvegardé dans le nuage et tout ça. Parce que il y a même les entreprises qui ont complètement migré vers les clouds. Donc, ils sont convaincus que c'est pas important d'avoir de grands serveurs en physique dans vos locaux et tout ça. Vous pouvez faire tout en travaillant avec les serveurs qui sont dans le nuage, même les applications. Vous utilisez les applications qui sont sauvegardées à un autre endroit et qu'on sort. Donc ça aussi, c'est le sauvegarde. Après, il y a aussi un TP que je vais vous envoyer, bien sûr. Comment supprimer vos données de façon définitive? Ces informations qui sont peut- peut- peut-être compromettantes, après, vous voulez vous en débarrasser. Comment faire? Parce que en supprimant simplement ces informations-là sur votre machine ou sur votre téléphone, rassurez-vous que ces informations-là peuvent être régénérées. Il y a par exemple les programmes de régénération tels que Recuva. Recuva permet de régénérer les fichiers que vous avez supprimés sur votre machine. Et il y en a plusieurs. Il y a Recuva, il y a Stellar, par exemple, qui permet de faire la même chose. Alors, on dit que pour supprimer de manière définitive, il faut utiliser ces applications-là qui suppriment quand même de manière assez définitive. Pas totalement définitive, mais assez définitive. Il y a S-Delete, il y a Secure Anti-Trash, par exemple. Il sécurise, en fait, il, il supprime de manière définitive, mais pour se rassurer que ces informations-là sont complètement détruites, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir détruire. Donc, de brûler même l'équipement pour que ça puisse vraiment se perdre. Mais après, il y a aussi les, les systèmes de carbone 14 qui permet encore de régénérer certaines choses et tout ça, mais il faut carrément casser tout, briser pour tout perdre. Protéger votre confidentialité en ligne. Alors, il est très important de protéger euh, votre identité en ligne, premièrement en activant l'authentification à deux facteurs. Je vais vous envoyer
un lien vers une vidéo qui vous montre comment pouvoir activer votre authentification à deux facteurs. Particulièrement sur sur vos comptes Facebook, il faut activer l'authentification à deux facteurs. Pourquoi? Parce que lorsque l'authentification à deux facteurs est activée, ok, il y a un mot de passe et tout ça. Au cas où une personne tierce, donc une personne malveillante, veut se connecter sur votre compte Facebook, sûrement que il va utiliser un équipement qui n'est pas le vôtre. Donc, c'est un équipement que vous n'utilisez pas. D'où vous, vous allez recevoir un message vous disant que une personne veut se connecter sur votre compte, mais depuis une machine ou soit un endroit inhabituel. Est-ce que vous permettez que la personne puisse se connecter? Si vous acceptez, parce que ça peut aussi être vous, mais vous avez juste changé d'équipement. Si vous acceptez, ça passe. Mais si vous n'acceptez pas, ça ne va pas passer, même si la personne a votre mot de passe. Le fait que l'authentification à deux facteurs est activée, ça, la personne ne va pas se connecter et n'aura pas accès à vos équipements. Après, il y a aussi les, les systèmes de balayage biométriques qui permettent de renforcer la sécurité avec les empreintes digitales. Par exemple, il faut savoir que les empreintes digitales sont uniques et uniques. Donc, vos empreintes ne sont qu'à vous. On ne peut pas pirater vos empreintes. Les- la reconnaissance vocale et faciale également, mais après, particulièrement avec la reconnaissance faciale, il faut que l'équipement soit vraiment sophistiqué. Parce que si seulement c'est une personne qui vous ressemble un tout petit peu, ou soit si c'est un masque, ça peut aussi contourner cela. Excusez-moi. Après, l'authentification OAuth, ce qui veut dire, en fait, cette abréviation OAuth 2.0, ça veut dire Open Authorization. Donc, c'est un protocole ouvert qui permet de se connecter à un compte sans pourtant avoir encore à s'authentifier. Donc, l'authentification, c'est pouvoir mettre encore son adresse mail et puis son mot de passe. Par exemple, vous êtes, faites, par exemple, dans votre navigateur, vous avez votre compte Gmail qui est déjà ouvert, OK? Ou soit vous avez votre Facebook qui est ouvert. Et vous voulez vous connecter dans votre compte LinkedIn, OK? Au lieu que LinkedIn vous demande de mettre vos informations, donc votre adresse mail et votre mot de passe, LinkedIn vous demande simplement si vous, vous voulez vous connecter directement depuis votre compte Gmail parce que votre compte Gmail est ouvert. Dès que vous, vous acceptez ça, vous arrivez à vous connecter sur LinkedIn sans avoir à mettre les informations. Donc, LinkedIn a simplement récupéré les informations Gmail et il a pris en charge votre connexion. Donc, c'est ça qu'on appelle Open Authorization. C'est un protocole aussi qui permet de renforcer la sécurité parce que ce qui est sûr, c'est la même personne qui utilisait Gmail et qui veut aussi utiliser LinkedIn parce que c'est dans le même navigateur. Voilà. Ne partagez pas trop d'informations sur les réseaux sociaux. Ça, on a insisté dessus à la première séance. Donc, partagez les minimums possibles vous concernant. Ne partagez pas la date de naissance complète sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, il est possible de mettre juste le mois et le jour. On ne voit pas l'année. OK? Votre adresse mail n'est pas obligée d'apparaître sur votre profil. Votre, votre numéro de téléphone non plus, parce que c'est votre numéro et c'est un numéro qui est privé. La confidentialité de l'email et du navigateur. Alors, il faut savoir que les emails sont stockés dans les serveurs. OK? Par exemple, pour ceux qui
utilise Gmail. Donc, lorsque vous envoyez un email à une personne, ou soit lorsque vous recevez cet email-là, c'est- cet email est stocké dans un serveur. Donc, ça transite dans différents serveurs même, d'où il est très important de voir ce que vous communiquez par mail. Et lorsque vous naviguez sur Internet, il est possible d'u- d'utiliser les modes discrets pour ne pas garder l'historique des navigations et pour ne pas se faire localiser facilement. Et c'est possible sur plusieurs navigateurs, sur Chrome, Google Chrome, par exemple, c'est écrit navigation privée. Je ne sais pas si mon Chrome peut être partagé. Voilà, c'est c'est partagé. Alors ici, p- par exemple, je peux vouloir naviguer en mode sécurisé. Donc, je viendrai ici sur le trois barres verticales qui sont au coin supérieur droit là. OK? Je clique une fois et je vais naviguer au mode incognito. Voilà. New incognito Windows. Donc, vous voyez que ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc ici, si je fais des navigations depuis ces modes inconnus, il n'y aura pas de l'historique et puis je ne serai pas aussi repéré facilement dans le réseau. Voilà. Après, il y a aussi un TP qui termine ça. Voilà. Et les chapitres s'arrêtent ici. Alors, le lundi, on va parler de la sécurité de l'entreprise. Là, on va particulièrement voir la sécurité au niveau de l'entreprise. Sinon, pour aujourd'hui, la formation s'arrête là, à moins qu'il y ait des gens qui ont des questions. Alors, si vous avez des questions, je vais ouvrir les micros et on va faire comme d'habitude. Vous levez la main, vous posez la question. Voilà. Jean-Marie, tu peux ouvrir ton micro et parler. Jean-Marie, Bonsoir d'abord, vous allez bien, j'espère. bonsoir. Avant Ok, de commencer, bonsoir. je voudrais d'abord vous remercier pour la vidéo de rattrapage que vous êtes en train de mettre sur YouTube. Moi, Merci beaucoup. j'avais manqué la séance du lundi, mais je me suis rattrapé grâce à la vidéo que vous avez mise sur YouTube. Alors, Merci. la question c'était concernant les chiffrements. Vous avez dit il y a Le, un moyen de déchiffrer un les dossier et puis de chiffrements. le déchiffrer. Oui, oui. Ok. Vous Vous avez dit qu'il y a un moyen de déchiffrer un dossier et puis de le déchiffrer. Mais vu la façon Mhm. dont vous avez montré quand vous avez partagé votre machine, je ne vois pas Mhm. de différence. Parce que vous avez montré un chiffrement et puis vous avez déchiffré. Il n'y a même pas de mot de passe, il n'y a rien qui prouve qu'on peut chiffrer. Quand vous avez chiffré, là, quelqu'un d'autre a fait déchiffrer, non? Ouais, j'ai chiffré et je peux voir que c'est chiffré avec la présence du cadenas. Voilà. Après, je comprends votre préoccupation. Il y a un chiffrement qui est beaucoup plus avancé. Donc, dans ces chiffrements-là, euh, on y ajoute les mots de passe. OK? Et l- les mots de passe, c'est une technique que je vais vous apprendre plus tard parce que là, ça complique un peu à certains endroits. Parce qu'il faut sauvegarder ces mots de passe-là. Mais les chiffrements que nous avons vus aujourd'hui, c'était juste très basique. Et ces chiffrements-là, les informations ne sont visibles que sur les périphériques qui est là présentement. OK? Et Oui, lorsque une personne arrive à avoir accès à ma machine, la personne ne verra pas les informations qui sont chiffrées. OK? oui, oui.
Ok, Voilà. Ou je soit vous- si ces informations-là se retrouvent dans un flash disk et que ça part dans, dans une autre machine, ça ne va pas aussi s'ouvrir. Donc, le seul endroit où ces informations-là ne peuvent être ouvertes, ce n'est que sur les périphériques dans lesquels ils étaient créés. OK? Mais après, il y a une possibilité de mettre un mot de passe. Là maintenant, ça permettra à ce que même si ces informations-là sont amenées dans un autre équipement, la personne peut voir les informations chiffrées si la personne détient les mots de passe des chiffrements. Ok, donc c'est genre les systèmes d'Excel où on met un mot de passe pour la lecture et pour l'écriture. Ben, c'est presque pareil, mais ça, c'est les chiffrements particulièrement des Windows. Oui, ok. Hmm. Et sur BitLocker aussi, il y a pas moyen aussi de chiffrer avec un mot de passe. Sur BitLocker également, sauf que sur BitLocker, c'est un peu plus étendu. Donc, il faut maîtriser étape par étape. Sinon, ça va vous compliquer et puis vous risquez de perdre les informations qui se trouvent dans votre disque dur. Et concernant les BitLocker, est-ce que ça peut s'appliquer Hmm. aussi sur un disque ou sur un disque dur? J'ai pas compris si ça peut être aussi appliqué sur Sur un flash disque. un flash disque. Oui, oui, c'est possible, mais c'est plus rassurant sur les disques dur interne donc qui se trouve dans la machine. Mais après, il y a aussi d'autres applications qui permettent de chiffrer. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs applications de plusieurs constructeurs qui permettent de chiffrer les informations. Ok, merci. Je laisse aussi la place aux autres de poser des questions. Merci beaucoup. Elisa Zalouzalu peut ouvrir son micro et poser le problème. Eli, tu me reçois? Oui, Ok, oui, oui. merci. 5 sur 5. Hmm. Ok, on Merci t'écoute. beaucoup pour la parole. Mais merci beaucoup pour la parole, monsieur Marcus. Ma question est Ok. celle-ci. Je voulais savoir comment on peut configurer un VPN parce que vous savez dire qu'un Hmm, VPN, c'est hmm, un protocole qui permet hmm, d'ouvrir un hmm. tunnel de sécurité. Sécurité. Oui, Hmm, mais maintenant, hmm, je voulais savoir comment on peut configurer un VPN dans un hmm, Android ou sur hmm. un PC. Ok. Sur un Android, par exemple, vous pouvez juste télécharger le logiciel VPN. Ok. Vous, Oui. vous allez dans App Store, vous cherchez un logiciel VPN, il y en a plusieurs, et puis vous l'activez. Il y a des VPN qui sont payants, il y a d'autres qui sont gratuits. Donc, il suffit juste de télécharger l'application, de l'activer, et puis ça va vous sécuriser. Et puis sur les PC également, c'est possible d'activer les VPN sur les PC. Je vous les montrerai sûrement à la dernière séance. Voilà. Merci beaucoup. Genovic et Benezer peuvent avoir les micros. Bonjour, Monsieur Marquis. Merci d'abord pour la formation. On s'écoute. J'espère que euh, je vais parler sur les VPN et aussi, Mhm. normalement, quand tu configures un VPN, surtout les VPN gratuits sur le PC, la Mhm. connexion devient un peu lente. Est-ce qu'il y a une solution Mhm. pour améliorer ça? Ah bah ouais, c'est un VPN qui est gratuit. Ça vient avec tout ce que ça amène. Donc, d'abord, lorsque vous utilisez un VPN, rassurez-vous que il y a,
Monsieur Marquis, on a perdu les sons. Monsieur Marquis, on a perdu les sons. Il a fermé son micro. Sorry. Voilà, je suis là. Est-ce que vous me recevez maintenant? Super. Oui, là, ça va. Non, ça Voilà. va. Je disais que Kapata peut prendre la parole. Oui, bonsoir, parce que moi Bonsoir. je suis au niveau des USA. Ok. J'ai une préoccupation, oui. Je voulais juste savoir comment protéger votre téléphone pour que votre conversation ne soit pas suivie par des autres personnes. Ok. Votre téléphone, faites les conversations sur WhatsApp ou les Oui, conversations sur WhatsApp, en général? ouais, tout ça, en Ok. général. Bon, sur WhatsApp, déjà, c'est crypté, ok? Au cas où vous, vous sentez que c'est pas assez crypté, il y a possibilité de changer votre code de décryptage. Ça, je vais vous le montrer. Je pense qu'il faut faire des captures peut-être. Après, sur les téléphones en général, euh, pour se rassurer que vos conversations n'est pas suivies, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la personne qui vous fournit le service de téléphonie, par exemple, OK, toutes Oui, les conversations passent par un serveur. Donc, le fait que vous communiquez avec une personne, donc ça passe par un serveur, ça passe par des antennes de relais pour atteindre la personne. D'où ce que nous pouvons compter, c'est juste que les sociétés de télécommunications puissent nous sécuriser parce que eux, ils ont accès à ces informations-là. Parce que ok, au, au cas où il y a un criminel et tout ça, on peut on peut avoir tous les enregistrements de ces différentes conversations qui sont stockées chez eux. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ce que, après, si c'est capturé par une personne qui n'est pas dans le fournisseur des télécoms, là, au moins, on peut contacter les fournisseurs pour que lui puisse vérifier si en tout cas vous êtes sécurisé par rapport à ça. Parce qu'avec la télécommunication, c'est un peu beaucoup plus varié par rapport à la sécurité, mais sur WhatsApp, on peut facilement changer de code, des codes de décryptage pour se rassurer que tout est crypté vraiment. et maintenant, ces changements-là, ça se fait comment? Oui, c'est ce Sur que j'ai WhatsApp? dit. Mhm. Je peux faire des captures ou, Oui, ou soit au cas où j'oubliais. Donc, rappelez-moi même par WhatsApp en privé, je peux faire des captures ou soit je vais aussi balancer ça dans le groupe pour que ça puisse partager, euh, profiter à tout le monde. ok, merci. Ok, Shadrach est collé et a déjà parlé. Sinon, il peut ouvrir son micro et ça sera l'avant-dernière personne avant euh, Paulin Kikwakwa. Shadrach est collé. Il n'est pas là. Paulin Kikwakwa. Allô, Paulin? Il n'est pas là non plus. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Alors, Excusez, pour d'autres... Allô, qui parle? c'est C'est Jean-Marie. Paulin. Mhm. Oui, Paulin, vous pouvez vite parler Bonsoir, parce monsieur qu'on est Marcus. en train de discuter. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, merci pour la parole. Je voulais juste savoir, lorsqu'on parle de chiffrement, on parle des clés symétriques et tout. Je voulais un Mhm, peu en savoir un peu plus. Merci. ok. Alors, chiffrement, on parle des clés symétriques et puis des clés asymétriques. Alors, les chiffrements, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une science très vaste qu'on appelle la cryptographie. Ok? C'est vraiment très vaste et tout ce qu'on peut donner là, c'est juste des résumés. Et clés symétriques, c'est lorsque
c'est la même clé qui est utilisée à la source et à l'arrivée. Donc, moi qui envoie l'information, j'ai chiffré ça avec une clé et la personne qui reçoit va utiliser la même clé pour déchiffrer. Et la clé asymétrique, c'est lorsque ce sont deux différentes clés de la source à la destination. Donc, j'ai chiffré avec une autre clé et la personne qui reçoit doit déchiffrer avec une autre clé. C'est un peu ça pour dire brièvement par rapport à ces deux-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marcus. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci beaucoup pour ce soir. Les autres informations, on va passer dans le groupe et j'insiste encore sur le compte Netacrad parce que c'est là-bas que l'examen final va se passer pour que vous puissiez avoir votre, euh, votre brevet Cisco. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Bonne soirée à tous. Monsieur Marcus? Oui, dans le groupe, s'il vous plaît, on a dépassé l'heure. D'accord.